Le général en chef des forces armées américaines, Elia Brox, est un homme noir d'une cinquantaine d'années, connu et respecté pour sa rigueur exemplaire, son intégrité sans faille et son parcours d'exception au sein de l'armée. Au fil de plusieurs décennies de service, Elia a gravi chaque échelon grâce à une combinaison rare de discipline, de compétences stratégiques et de dévouement absolu à son devoir. Son uniforme est orné de distinctions militaires prestigieuses, témoignant de son courage et de ses nombreuses contributions sur le terrain, notamment dans des missions de paix et des opérations délicates à l'étranger. Mais au-delà de la discipline et du regard acéré qui impose naturellement le respect, Elia est apprécié de ses collègues et subordonnés pour sa bienveillance et le soutien indéfectible qu'il accorde à ses équipes, qu'il considère comme une seconde famille. Marié depuis plus de 20 ans et père de 2 enfants, Elia a choisi d'installer sa famille dans un quartier résidentiel huppé, majoritairement blanc. Bien que son statut suscite le respect, sa présence dans ce quartier éveille une certaine curiosité teintée d'admiration et de réserve. La plupart de ses voisins, impressionnés par son aura et son parcours, n'osent pas toujours l'aborder, percevant en lui une figure imposante, presque intimidante, dont l'allure stoïque et la stature militaire laissent rarement place à la familiarité. Pour certains, il est une source d'inspiration, un modèle de réussite et de résilience, pour d'autres, il demeure un mystère qu'ils n'osent pas toujours percer. Malgré ces barrières tacites, Elia s'efforce de briser les distances, s'impliquant dans sa communauté avec un sens du devoir qui va bien au-delà de son engagement militaire. Il participe régulièrement à des œuvres caritatives locales, en particulier celles dédiées aux familles de militaires et aux anciens combattants, et il n'hésite pas à offrir son temps et ses ressources pour les causes qui lui tiennent à cœur. Ses enfants, qu'il élève avec des valeurs de discipline, de respect et d'intégrité, grandissent ainsi avec l'exemple d'un père profondément engagé, mais aussi attentif et présent. Dans l'intimité de son foyer, Elia dévoile une facette plus douce et affectueuse, loin de l'image du général strict et inflexible. Avec ses enfants, il prend le temps de partager des moments de complicité, mêlant enseignements de vie et rire, leur rappelant l'importance de persévérer malgré les obstacles et de toujours rester fier de leurs racines. Pour sa femme, il est un partenaire attentionné, conscient du sacrifice que leur vie de famille exige en raison de ses responsabilités professionnelles. Elle est son ancre, celle qui l'aide à garder un équilibre face aux défis constants de son poste, et c'est auprès d'elle qu'il puise la force nécessaire pour affronter les pressions et la solitude qu'impliquent son rôle et son rang. La maison des Brox, bien que marquée par une routine militaire de rigueur, est emplie d'une chaleur et d'une simplicité qui contrastent avec le statut imposant d'Elia. Aux yeux de ceux qui le connaissent vraiment, il n'est pas seulement un général aux innombrables médailles et responsabilités, il est un homme humble et juste, qui place la dignité et le respect des autres au cœur de son existence. Un soir, tandis que le quartier résidentiel est plongé dans un calme apparent, le capitaine de police local, Brad Collins, reçoit un appel signalant une activité suspecte dans le secteur. La plainte, évasive et dénuée de détails concrets, retient néanmoins l'attention de Collins, bien qu'il sache parfaitement qu'un simple rassemblement de voisins ne constitue pas une menace. Mais pour lui, cet appel représente bien plus qu'une simple requête de surveillance. Il y voit une opportunité de s'imposer et de rappeler son autorité, surtout dans un quartier aisé où il est rare d'intervenir. Cet appel provient en réalité d'un voisin d'Elia Brox, un général de l'armée respecté, qui figure parmi les rares résidents noirs de ce quartier cossu. Peu habitué à voir du mouvement autour de la maison d'Elia et mal à l'aise devant ce qu'il perçoit comme une intrusion dans son environnement, ce voisin n'a pas hésité à alerter les autorités. Pour lui, un groupe de convives, même bien habillés et arrivant en toute discrétion, semble incongru, comme si l'idée même d'un homme noir organisant une réception dans ce lieu habituellement tranquille suscitait la suspicion. De son côté, Elia Brox, général accompli et homme de valeur, a organisé cette réception avec l'intention de célébrer un moment de détente en compagnie de proches et de collègues qui, comme lui, ont servi le pays avec loyauté et courage. Après des années de dévouement et de sacrifices personnels, il a souhaité partager une soirée de retrouvailles et de camaraderie, entouré d'amis de confiance et de militaires de haut rang, tous venus marquer cette pause bien méritée dans un cadre informel. Mais à l'insu d'Elia et de ses invités, ce rassemblement anodin devient rapidement le centre d'une intervention policière inattendue. Collins, déterminé à faire preuve de vigilance, se rend sur place avec une posture de gardien implacable. En approchant de la demeure du général, il se plaît à imaginer des scénarios,
alimenté par ses propres idées préconçues, dans lesquelles ce rassemblement pourrait dissimuler une forme de désordre ou de danger pour la tranquillité du quartier. Dans son esprit, l'idée qu'un homme noir puisse résider dans cette maison et recevoir des invités en toute légitimité semble étrange, presque inconcevable, et il s'imagine déjà en protecteur des lieux, prêt à ramener l'ordre si nécessaire. Brad Collins, bien décidé à jouer les gardiens de l'ordre, se laisse emporter par son sentiment de supériorité et son besoin de contrôle. Dans son esprit, il est convaincu que sa présence est non seulement justifiée, mais nécessaire pour maintenir l'ordre dans ce quartier huppé qu'il considère comme son territoire. En chemin, il nourrit ses préjugés en imaginant toutes sortes de scénarios improbables sur ce qui pourrait se dérouler derrière les murs de la demeure d'Elia. L'idée qu'un homme noir, même général de l'armée, puisse organiser une réception dans un quartier aussi prestigieux lui semble suspecte, une anomalie qu'il est prêt à corriger de son propre chef. Arrivant dans la rue d'Elia, Collins choisit délibérément de ne pas faire preuve de discrétion. Au contraire, il s'arrête devant la maison, laissant les phares de son véhicule éclairer brutalement le jardin soigné et les fenêtres éclairées, rompant ainsi le calme de la soirée. La lueur froide et agressive des phares s'infiltre à l'intérieur, attirant l'attention des invités qui échangent des regards surpris et perplexes. Pour beaucoup d'entre eux, l'arrivée d'un officier de police en uniforme en pleine soirée est à la fois une surprise et une provocation. Collins descend de son véhicule avec un air de défi, ajustant ostensiblement son uniforme pour bien marquer sa présence, comme s'il cherchait à se faire remarquer, voire à intimider. Il avance d'un pas assuré et lourd vers la porte d'entrée, sans même prendre la peine d'annoncer sa venue. Sa démarche et son expression sévère trahissent son intention de rappeler à tous qui détient, selon lui, l'autorité dans ce quartier. Ignorant les règles de politesse et de respect, il frappe à la porte avec une insistance marquée, un geste plus proche de la sommation que de la courtoisie. À l'intérieur, la fête est suspendue dans un silence intrigué et tendu. Les convives, parmi lesquels se trouvent plusieurs officiers militaires de haut rang ayant combattu aux côtés d'Elia, se regardent, essayant de deviner la raison d'une telle intervention. Le général Elia Brox, calme mais intérieurement agacé par l'attitude de Collins, se dirige vers la porte d'un pas maîtrisé. En ouvrant, il se retrouve face au capitaine de police qui lui lance un regard scrutateur, empli d'une méfiance visible, laissant entendre par son attitude que cette réunion n'a rien de naturel à ses yeux. Collins laisse traîner son regard dans l'entrée, scrutant chaque détail, chaque invité, comme s'il était là pour inspecter la moindre irrégularité. Il s'adresse à Elia d'un ton froid et condescendant, lui demandant la nature de cet événement et insinuant subtilement qu'un rassemblement de ce genre pourrait poser problème pour le maintien de la tranquillité du quartier. Ignorant l'inconvenance de ses propos, il semble se délecter de l'effet de sa présence imposée. Les invités, conscients du message implicite de cette visite, regardent tour à tour Elia et Collins, certains arborant une expression de consternation, d'autres de colère tenue. Elia, pourtant habitué aux tensions et à la discipline, inspire profondément pour contenir sa frustration. Il répond à Collins avec calme et politesse, expliquant brièvement le but de cette rencontre. Mais l'officier ne semble pas prêt à lâcher prise. Ignorant la stature et le rang d'Elia, Collins continue de poser des questions intrusives, se permettant même d'observer les autres invités d'un œil soupçonneux, comme pour souligner que leur présence ici est pour lui suspecte et incongrue. Collins, sans véritable justification pour prolonger sa présence, adopte une posture inquisitrice, lançant des questions directes et invasives avec une assurance qui frôle l'arrogance. Quel est le motif de cet événement ? Combien de personnes sont présentes ? Interroge-t-il en inspectant la pièce d'un regard qui laisse transparaître méfiance et supériorité. Chaque question résonne comme une accusation déguisée, comme s'il s'agissait d'une perquisition plutôt que d'une simple vérification. La nature informelle de cette réception entre amis proches semble pourtant évidente, mais cela n'empêche pas le capitaine de scruter chaque invité avec insistance, exigeant presque que chacun justifie sa présence, comme s'il cherchait à débusquer une irrégularité là où il n'y en a pas. Malgré l'absurdité et l'injustice de la situation, Elia conserve une maîtrise admirable. Bien que ses gestes et son regard trahissent une tension contenue, il répond aux questions de Collins avec une politesse inébranlable, comme pour souligner l'écart entre leurs statures respectives. Derrière chaque réponse posée avec calme, Elia laisse entrevoir une frustration intérieure, conscient que ce contrôle déplacé n'a rien d'une procédure de sécurité légitime mais d'une tentative de remettre en cause sa place dans ce quartier.
Son maintien et sa dignité sont pour lui une armure face à cette hostilité inexplicable. De son côté, Collins, incapable de masquer son hostilité, glisse quelques commentaires insinuants. Un rassemblement, inhabituel pour ce coin, n'est-ce pas, murmure-t-il en jetant des coups d'œil dédaigneux autour de la salle. Ses propos, à peine voilés, révèlent son malaise évident face à une réunion de personnes influentes et respectées, issues de diverses origines mais unies par leur parcours militaire et leur amitié pour Elia. Il peine à accepter la légitimité de ce rassemblement dans un espace qu'il considère, au fond de lui, réservé à une certaine élite qu'il ne peut associer à Elia et ses invités. Les invités, malgré leur silence, sont manifestement irrités et échangent des regards lourds de sous-entendus. L'atmosphère se charge de tension, chacun réalisant que le contrôle de Collins n'est pas motivé par le besoin de sécurité mais par un désir latent de rappeler à Elia que, dans son esprit, il reste un intrus dans ce quartier privilégié. Certains murmurent des commentaires à voix basse, exprimant leur indignation et leur incompréhension devant un traitement aussi injuste. À mesure que l'inconfort s'installe, quelques voisins s'approchent, attirés par l'agitation inhabituelle. Ils observent discrètement la scène depuis leur jardin et allées, échangeant des regards embarrassés. Malgré les explications claires et la présentation de ses papiers officiels par Elia, le capitaine Collins persiste dans son attitude suspicieuse, comme si chaque mot de l'homme face à lui ne faisait que renforcer ses propres préjugés. Dans son esprit, l'image d'un homme noir résidant dans une maison si prestigieuse, entouré de collègues influents, semble défier toutes ses certitudes, et il n'arrive pas à dissimuler son scepticisme grandissant. Ignorant les signes évidents d'autorité et de distinction qu'Elia arbore, Collins continue de questionner son identité, cette fois avec un ton empreint de condescendance à peine voilée. C'est inhabituel, n'est-ce pas, de voir une telle propriété, dans des mains, comme les vôtres, lance-t-il, insidieusement. Ces mots, bien qu'ambigus, sont lourds de sous-entendus, laissant transparaître le mépris qu'il tente pourtant de déguiser sous une façade de professionnalisme. Les invités d'Elia échangent des regards indignés, certains serrant les poings, outrés par cette insulte flagrante. Ils peuvent voir que, derrière l'apparente assurance de Collins, se cache un inconfort mêlé de jalousie et de préjugés profondément ancrés, comme s'ils ne pouvaient accepter la réussite de cet homme qu'ils considèrent, sans même le connaître, comme un intrus dans son propre quartier. Elia, quant à lui, prend une longue inspiration, absorbant l'affront sans céder à la colère. Le regard fixe, il reste imperturbable, malgré la violence passive des propos du capitaine. Il se tient droit, face à cet homme dont le mépris transpire dans chaque mot, comme pour lui rappeler silencieusement que son parcours, ses sacrifices et ses accomplissements ne peuvent être niés par de simples insinuations racistes. La scène est presque théâtrale, un combat silencieux où dignité et préjugés s'affrontent sans un mot de trop. Collins, loin de se laisser impressionner, laisse éclater son incompréhension. Comment un homme comme Elia, issu d'une communauté qu'il voit de façon stéréotypée, pourrait-il avoir atteint un tel statut social? Dites-moi, général, n'est-ce pas un peu excessif de prétendre à une telle résidence? Je veux dire, tout ceci est bien au-dessus de ce à quoi l'on s'attendrait, non, poursuit-il, son ton se faisant de plus en plus provocateur, comme pour tester les limites de la patience d'Elia. Elia, d'abord indigné par l'insulte implicite dans l'attitude de Collins, prend une grande inspiration, comme il l'a fait de nombreuses fois sur le terrain pour affronter les moments de tension extrême. Le regard perçant qu'il pose sur le capitaine témoigne de la discipline et de la résilience qu'il a cultivée au fil de ses décennies de service militaire. Son visage, bien que marqué par l'agacement, reste impassible, chaque trait de son expression calculé pour ne rien céder de sa dignité face à cet affront. D'une voix ferme et mesurée, il répond à Collins, en pesant chaque mot, conscient de la portée de sa déclaration. Capitaine, je suis le général Elia Brox, commandant en chef des forces armées des États-Unis. Ces mots, prononcés avec calme et autorité, résonnent dans la pièce, imposant un silence lourd autour d'eux. Elia tend ensuite ses papiers d'identité, accompagnés de son badge officiel de l'armée, une pièce précieuse et symbolique, réservée aux plus hauts gradés. Le badge, aux lignes épurées et au métal brillant, représente l'engagement, le sacrifice et la loyauté, des valeurs auxquelles Elia a consacré sa vie. Collins, en fixant cet insigne, ne peut ignorer qu'il est face à un homme d'une stature qu'il ne pourra ni ignorer ni rabaisser facilement. L'autorité tranquille qui émane d'Elia semble perturber Collins, même s'il tente de masquer son malaise par une expression froide et arrogante.
Mais quelque chose dans la posture d'Elia, son assurance inébranlable, commence à fissurer l'attitude hautaine du capitaine. Les invités, quant à eux, observent en silence, émus et impressionnés par la retenue dont fait preuve Elia malgré l'énorme pression qui pèse sur lui. Ils savent tous que cet homme, qui pourrait aisément rappeler au capitaine sa place, choisit de réagir avec respect et maîtrise de soi. Le regard d'Elia, fixé droit dans les yeux de Collins, semble lancer un défi muet. Par sa posture et ses mots, il rappelle à Collins que l'uniforme qu'il porte, même sans ses galons, a été gagné au prix d'un travail acharné, de sacrifices innombrables et d'une volonté de faire. Il ne fait aucun doute que l'autorité qu'il revendique ici est celle d'un leader, un homme de courage qui n'a jamais laissé la couleur de sa peau dicter son destin ou ses capacités. Cependant, Collins, plutôt que d'apaiser la situation, semble alimenté par un ressentiment silencieux. Il détourne le regard un instant, mais, trop fier pour admettre son erreur ou son préjugé, il persiste dans son obstination. Elia garde son calme, sachant que tout geste impulsif ou réaction de colère pourrait être interprété comme une faiblesse. Sa maîtrise de lui-même, une qualité forgée au cœur des situations les plus intenses, le pousse à attendre patiemment que le capitaine se résolve à accepter l'évidence. Il est en présence non seulement d'un officier de haut rang, mais d'un homme de valeur qui mérite le respect, bien plus que la suspicion. Collins, insensible aux preuves et ignorant la dignité d'Elia, semble poussé par une obsession grandissante pour affirmer son autorité. L'idée de se retrouver face à un homme noir, si influent et respecté, semble éveiller en lui une forme de défiance qu'il est incapable de réprimer. Refusant de voir en Elia un résident légitime du quartier, il décide de pousser l'humiliation encore plus loin. Profitant de son statut de capitaine, Collins déclare d'un ton tranchant qu'une « vérification complète » des lieux est nécessaire pour assurer la sécurité du voisinage. Sans même demander l'autorisation d'Elia, Collins pénètre dans la demeure, inspectant chaque pièce avec un regard scrutateur et soupçonneux, comme s'il était à la recherche de preuves d'une quelconque activité illicite. Ses mouvements sont lents et calculés, et il prend soin de se montrer le plus intrusif possible, ouvrant des portes, scrutant les meubles, et détaillant chaque coin avec un zèle exagéré. Cette scène a tout d'une parodie d'inspection sécuritaire, mais sous ce prétexte, Collins cherche avant tout à démontrer son pouvoir et à placer Elia dans une position d'infériorité. Les invités d'Elia, eux aussi des militaires et civils de haut rang, assistent à cette intrusion avec une consternation mêlée d'indignation. Plusieurs d'entre eux se regardent, choqués et offusqués, incapables de comprendre comment une telle situation peut se produire dans ce quartier supposé tranquille. L'un des invités, un colonel respecté qui a servi aux côtés d'Elia, tente d'intervenir pour faire cesser cette fouille humiliante. Il avance d'un pas, mais Elia, d'un regard calme et ferme, l'arrête. Il semble déterminé à affronter Collins seul, sans donner l'impression qu'il a quelque chose à cacher, même si l'arrogance et le manque de respect du capitaine le révoltent intérieurement. Collins poursuit son inspection avec une lenteur délibérée, traversant le salon, la cuisine, et chaque recoin de la maison comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Il ouvre des tiroirs, frôle les objets de décoration, scrute même les étagères de la bibliothèque, cherchant en vain un indice qui pourrait justifier sa présence. Cette invasion de l'intimité d'Elia, sous le regard abasourdi de ses collègues et amis, ressemble de plus en plus à une tentative de contrôle psychologique qu'à une réelle mesure de sécurité. Elia, en maître de lui-même, ne laisse rien transparaître de son agacement. Sa posture reste droite et imposante, ses yeux fixés sur Collins, comme un rappel silencieux de sa position et de son honneur. Pour lui, chaque seconde de cette scène est une épreuve supplémentaire de patience, mais aussi un moyen de prouver à tous qu'il peut surmonter cette humiliation sans se laisser abattre. Il sait que le moindre signe de faiblesse ou de colère pourrait être utilisé contre lui, et il refuse d'offrir cette satisfaction à Collins. Alors que Collins termine son inspection, il s'arrête soudainement dans le salon, près d'une petite table en bois élégamment sculptée, sur laquelle repose une lampe ancienne aux détails raffinés. Les invités, dispersés dans la pièce, discutent encore à voix basse, mais l'attention générale se tourne instinctivement vers Collins, dont les mouvements précis et calculés trahissent un dessein obscur. Collins glisse ses doigts dans la poche intérieure de sa veste, le geste imperceptible pour l'œil non averti, et en ressort discrètement un petit sachet de poudre blanche. Il le tient un instant entre ses doigts, observant la salle pour s'assurer que personne ne remarque ses manipulations. Puis, en un mouvement rapide et expert, il glisse le sachet sous la lampe,
juste assez en évidence pour donner l'illusion qu'il l'a trouvée là, dissimulée par négligence. Relevant la tête avec un air faussement stupéfait, il laisse échapper un soupir théâtral, attirant l'attention de tout le monde dans la pièce. Sa voix grave et accusatrice résonne avec une intonation calculée, alors qu'il déclare, exagérant sa surprise. « Elia, cela ne me semble pas être une simple décoration. Que fais-tu avec cette substance ici ?» Le ton de Collins est empli de feinte indignation, et il laisse son regard se poser lourdement sur Elia, espérant ainsi instiller le doute et la suspicion parmi les invités. La salle est plongée dans un silence troublé, chacun échangeant des regards choqués et incertains, l'air abasourdi par cette découverte soudaine. Certains invités, autrefois persuadés de la probité d'Elia, semblent déstabilisés, tandis que d'autres commencent à percevoir la manipulation qui se trame. Face à cette situation scandaleuse, Elia sent une vague d'indignation l'envahir. Pourtant, il prend une profonde inspiration, maîtrisant avec difficulté l'orage de colère qui menace d'éclater en lui. L'accusation est aussi cruelle qu'injuste, mais Elia refuse de se laisser dominer par la rage. Il comprend que céder à l'émotion serait accorder à Collins la victoire qu'il semble tant convoiter. Les yeux fixés sur Collins, Elia conserve un masque impassible, défiant avec dignité le piège qui lui est tendu. En silence, il se promet de ne pas laisser cette perfidie sans réponse, conscient que la vérité finit toujours par triompher, même dans les moments les plus sombres. Collins, satisfait de son stratagème et du malaise qu'il a semé dans la pièce, décide de donner un coup de théâtre final. Il laisse ses doigts effleurer un instant les menottes accrochées à sa ceinture, les tirant lentement pour que chacun dans la pièce puisse comprendre l'ampleur de la scène qu'il met en scène. Le léger cliquetis du métal attire tous les regards, plongeant l'assemblée dans un silence tendu, à peine troublé par quelques murmures d'invités visiblement déconcertés par la tournure des événements. « Je n'ai pas d'autre choix », déclare Collins d'une voix pleine de fausse solennité, comme s'il exécutait un devoir tragique mais nécessaire. « Elia, je te place en état d'arrestation pour trafic de drogue. » Cette déclaration résonne dans la pièce comme une détonation. Les invités se figent, stupéfaits, leur regard oscillant entre Collins et Elia, leur incompréhension teintée de choc et d'indignation. Certains tentent d'échanger des murmures discrets, chuchotant des commentaires à voix basse, incapables de croire qu'un homme comme Elia, connu pour sa probité et sa discrétion, pourrait être impliqué dans une telle affaire. D'autres, hésitants et sceptiques, observent Collins avec une méfiance croissante, percevant dans son attitude une once de malveillance. Collins, déterminé à en finir, s'approche d'Elia avec un sourire de satisfaction à peine voilé. Il attrape fermement les poignets d'Elia, ses gestes empreints d'une brutalité contrôlée. La froideur des menottes contre la peau d'Elia est un affront supplémentaire, une injure au nom de sa dignité. La scène se joue au ralenti pour Elia, qui sent chaque regard peser sur lui comme une condamnation silencieuse, chaque seconde s'étirer dans une humiliation publique qui lui serre la poitrine. Malgré la colère et l'indignation qui le traversent, il garde le visage impassible, se forçant à maîtriser le flot de ressentiment qui le submerge. La pièce, autrefois baignée dans une atmosphère de convivialité, est à présent imprégnée d'une tension étouffante. Certains invités, en proie à l'indécision, cherchent à comprendre les motivations de Collins, alors que d'autres se murent dans une crainte silencieuse, comme s'il assistait à une scène qu'il serait plus sage de ne pas commenter. Quelques-uns s'approchent prudemment pour mieux voir, captivés par ce qu'ils perçoivent comme un drame inattendu en plein cœur de la soirée. Elia, sentant le poids de l'injustice s'abattre sur lui, garde les yeux fixés droit devant, refusant de céder à la panique ou à la colère qui pourrait compromettre sa dignité. Au fond de lui, il sait que la moindre réaction, le moindre éclat de voix, serait interprété comme un aveu de culpabilité. Il respire profondément, chassant de son esprit le tourbillon d'émotions qui le submerge, conscient que Collins ne cherche qu'à le pousser dans ses retranchements pour mieux asseoir son propre pouvoir. Alors qu'il se tient menotté, Elia jette un regard calme et pénétrant à Collins, une flamme de détermination et de défi brillant dans ses yeux. Il sait que cette bataille ne s'arrête pas ici, et qu'il lui faudra désormais mobiliser toutes ses ressources pour renverser l'accusation qui pèse sur lui. Tandis que Collins parade dans la pièce, savourant son petit triomphe, Elia fait la promesse silencieuse de prouver son innocence et de démasquer l'injustice dont il est victime. Les invités, de plus en plus mal à l'aise, commencent à murmurer ouvertement, certains osant même exprimer leurs doutes quant à l'intégrité de cette « découverte » de Collins.
Le doute et la suspicion se mettent à circuler, et une atmosphère de malaise général s'installe dans la pièce, étouffant peu à peu le sentiment de solidarité avec Collins que ce dernier espérait provoquer. La scène, bien que déchirante, marque le début d'une résistance silencieuse en faveur d'Elia, et beaucoup parmi les invités commencent à entrevoir le voile de manipulation derrière le masque de Collins. Collins, enivré par son coup de théâtre et le malaise qu'il a habilement orchestré, décide d'aller jusqu'au bout de sa mise en scène humiliante. D'un geste autoritaire, il traîne Elia hors du salon, sous les regards médusés et indignés des invités qui, pour certains, commencent à réaliser la cruauté manifeste de cette arrestation. Le silence pesant qui s'était installé dans la pièce laisse désormais place à un murmure d'incompréhension et de protestation, une onde de désapprobation qui se propage parmi les convives. Collins, indifférent aux regards accusateurs de certains, conduit Elia à l'extérieur de la maison, où une voiture de patrouille l'attend. La démarche de Collins est celle d'un homme assoiffé de pouvoir, savourant chaque instant de cette mascarade. Il pousse sans ménagement Elia dans le véhicule, le forçant à s'asseoir à l'arrière, menotté et sans défense. La porte se referme lourdement, et Collins prend place à l'avant, lançant un regard satisfait dans le rétroviseur, comme pour confirmer la soumission forcée de celui qui l'a injustement accusé. Le trajet jusqu'au poste de police est silencieux, mais la tension entre les deux hommes est presque palpable. Elia, malgré la situation humiliante, refuse de montrer la moindre faiblesse. Son regard fixe, empreint de calme et de détermination, est rivé sur l'horizon, comme s'il puisait dans cette distance une force qui le préserverait de l'humiliation subie. Collins, de son côté, cherche à provoquer Elia, lui lançant des regards méprisants par le rétroviseur, espérant déclencher une réaction qui viendrait conforter ses accusations infondées. À leur arrivée au poste, Collins tire Elia hors de la voiture et le mène à l'intérieur devant quelques agents présents, qui observent la scène avec surprise. Certains échangent des regards interrogateurs, surpris de voir Elia, un homme connu dans la communauté pour son intégrité, menotté et traîné comme un criminel de haut vol. Collins, déterminé à asseoir son autorité et à impressionner ses collègues, déclare avec emphase. Voici un nouveau suspect pour trafic de drogue. C'est ce qu'il cachait chez lui, bien dissimulé sous une lampe. Qui sait depuis combien de temps il mène cette double vie? Elia, bien que révolté intérieurement, garde un silence stoïque. Il sait que ses mots seraient vains dans ce contexte, où l'accusation de Collins semble peser plus lourd que sa propre défense. Sa dignité et sa droiture transparaissent malgré les menottes qui entravent ses poignets, et certains agents commencent à se questionner, intrigués par le calme qu'il affiche malgré la gravité des accusations. Alors qu'il est placé dans une cellule provisoire, les paroles de Collins continuent de résonner dans l'esprit des quelques agents présents, mais aussi dans celui d'Elia, qui se promet, malgré la situation oppressante, de ne pas se laisser écraser par cette injustice. Tandis que la porte de la cellule se referme lourdement derrière lui, Elia sent en lui une flamme de résilience s'intensifier, une force intérieure qui, il en est certain, l'aidera à prouver son innocence et à faire éclater la vérité. Les jours passent, et Elia, toujours emprisonné, attend son procès avec une impatience mêlée de frustration. Lorsqu'il est finalement conduit au tribunal, une atmosphère lourde et tendue s'installe dans la salle d'audience. Les bancs sont remplis de journalistes, d'invités curieux et de membres de la communauté, tous avides de connaître l'issue de ce qui s'annonce comme une affaire retentissante. Elia entre dans la salle, menotté, mais sa démarche est droite, son regard résolu. Il refuse de laisser la honte ou l'humiliation se lire sur son visage. Les murmures parcourent la salle alors qu'il traverse l'espace, une figure solitaire au milieu de la foule. Les gens échangent des regards perplexes, certains d'entre eux se demandant comment un homme respecté comme lui a pu se retrouver dans cette position. Collins, en revanche, se tient fièrement à l'avant, affichant une confiance arrogante, convaincu que son stratagème se révélera gagnant. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, prend place sur son estrade et frappe son maillet pour appeler l'ordre. La salle se tait, et une tension palpable s'installe. Elia prend place sur le banc des accusés, le cœur battant, mais il se concentre sur la force de ses convictions. Le procureur, un homme à l'allure stricte et austère, commence à exposer les accusations, citant les preuves présentées par Collins et décrivant la scène de la découverte du sachet de drogue. Malgré la gravité des accusations, Elia écoute avec une attention calme, analysant chaque mot prononcé.
Les déclarations du procureur semblent de plus en plus déconnectées de la réalité que lui-même connaît. Il sent une détermination nouvelle s'éveiller en lui, celle de ne pas se laisser réduire au silence par cette injustice. Lorsque vient son tour de prendre la parole, Elia se lève lentement, ses poignets encore marqués par les menottes. Il prend une profonde inspiration, cherchant le courage nécessaire pour défendre son honneur. Les regards sont braqués sur lui, certains pleins de sympathie, d'autres empreints de doute. Votre honneur, mesdames et messieurs du jury, commence-t-il, sa voix ferme mais respectueuse. Je suis ici aujourd'hui non seulement pour défendre ma liberté, mais aussi pour rétablir ma dignité, qui a été bafouée par des accusations sans fondement. Il fait une pause, balayant la salle du regard pour capter l'attention de chacun. Je ne suis pas un criminel. Ce sachet de drogue n'a jamais été le mien. Collins a orchestré cette situation dans le seul but de m'humilier, de tirer profit de sa position d'autorité. J'ai toujours été un membre respecté de ma communauté, et je refuse de laisser cette fausse accusation définir qui je suis. Un murmure parcourt la salle. Certains membres du jury échangent des regards perplexes, tandis que Collins serre les poings, visiblement irrité par la tournure des événements. Elia continue, sa voix se faisant plus passionnée, plus sincère. J'implore chacun d'entre vous de regarder au-delà des apparences, de considérer la vérité qui se cache derrière cette mascarade. Je suis ici pour prouver mon innocence, non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui, comme moi, ont été victimes de préjugés et d'abus de pouvoir. Je demande une chance de faire entendre ma voix, de montrer que la justice doit primer sur la manipulation et la malveillance. La salle est silencieuse alors qu'Elia termine son discours, son regard déterminé posé sur le juge et le jury. Il sait que chaque mot prononcé pourrait peser lourd dans la balance, et il espère que la vérité finira par triompher. Sa dignité, malgré les menottes et l'accusation, est une arme qu'il brandit avec fierté. À la suite de l'allocution passionnée d'Elia, le juge, visiblement impressionné par sa défense, fronce les sourcils en examinant les documents qui lui sont présentés. Elle lève les yeux, scrutant l'assemblée avec un regard déterminé, et déclare d'une voix claire. Je pense qu'il est impératif de mener une enquête rapide et approfondie sur cette affaire. Les accusations portées contre l'accusé sont graves, et il est essentiel que nous ayons tous les éléments nécessaires pour rendre une décision éclairée. Les murmures dans la salle s'intensifient alors que les membres du jury se regardent, certains semblant soulagés, d'autres plus sceptiques. Collins, surpris par la tournure des événements, tente de maintenir son aplomb, mais l'angoisse commence à se faire sentir sur son visage. Le juge poursuit, faisant appel à un détective de la police présent dans la salle. Je veux que vous procédiez à une enquête rapide sur les circonstances entourant la découverte de ce sachet de drogue. Cela inclut un examen des enregistrements vidéo de la propriété d'Elia et des témoignages de tous les témoins présents lors de cet incident. Elle se tourne vers le procureur, sa voix devenant plus ferme. Assurez-vous que toutes les preuves sont examinées de manière rigoureuse et impartiale. Je veux que vous m'apportiez des résultats avant la prochaine audience, qui sera fixée dans les plus brefs délais. La juge frappe son maillet, marquant la fin de la session pour la journée. Les membres du jury commencent à se lever, encore sous le choc de cette décision inattendue. Elia, bien qu'encore menottée, ressent un souffle de soulagement. La possibilité d'une enquête approfondie lui donne un nouvel espoir. Au fur et à mesure que les spectateurs commencent à quitter la salle, Elia se tourne vers son avocat, qui lui sourit d'encouragement. Le regard d'Elia reflète une détermination renouvelée. Il sait que la route vers la vérité est semée d'embûches, mais il est prêt à se battre jusqu'au bout. À l'extérieur, les journalistes se précipitent pour interroger les personnes présentes, cherchant des déclarations sur l'accusation et la décision du juge. Elia, bien que menottée, est entouré d'un groupe de soutien qui s'étonne de la tournure des événements et espère que la vérité éclatera enfin. Alors qu'il est conduit à la voiture de police pour le ramener à sa cellule, Elia ne peut s'empêcher de ressentir un léger soulagement. Une enquête est en cours, et peut-être, juste peut-être, la justice prévaudra dans cette affaire grotesque. Les rouages de la vérité commencent à se mettre en mouvement, et il est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour prouver son innocence. Le jour de la deuxième audience arrive, et une atmosphère d'anticipation imprègne la salle de tribunal. Elia, toujours menotté mais plus serein, entre dans la pièce, son esprit vif et déterminé.
Les places sont remplies de spectateurs, certains sont des amis et des membres de la famille, tandis que d'autres sont des journalistes avides d'informations sur cette affaire devenue sensationnelle. À la barre, le juge prend place, et le murmure de la foule s'estompe peu à peu. Le procureur, d'un air sérieux, se lève pour faire le point sur l'enquête ordonnée. Il commence par déclarer que les enregistrements vidéo de la propriété d'Elia ont été examinés, ainsi que les témoignages de plusieurs invités présents lors de la découverte du sachet de drogue. Votre honneur, commence-t-il, l'enquête a révélé des éléments troublants. Les vidéos montrent que le sachet de drogue a été déposé sous la lampe par l'agent Collins, et non découvert par Elia. De plus, plusieurs témoins ont confirmé que l'accusé n'a jamais été en possession de cette substance. Les murmures s'intensifient dans la salle, et les visages de certains membres du jury se crispent, surpris par ces révélations inattendues. Elia ressent un mélange de soulagement et de détermination. Il sait que cette vérité est cruciale pour prouver son innocence. Le juge, d'un ton ferme, demande au procureur de continuer. Avez-vous d'autres preuves ou témoins à présenter? Le procureur acquiesce et fait appel à un témoin clé, un des invités présents lors de l'incident. L'homme s'avance, l'air hésitant mais déterminé. Une fois sur le stand, il se tourne vers le juge et déclare. Je peux attester que j'ai vu Collins placer le sachet sous la lampe. Je pensais que c'était une blague au début, mais en voyant ce qui s'est passé par la suite, j'ai réalisé que c'était bien plus sérieux. Le silence se fait dans la salle, et le juge note chaque mot avec attention. Elia, son cœur battant, réalise que le vent commence à tourner en sa faveur. Collins, de son côté, blêmit sous les révélations. Son arrogance initiale s'estompe, remplacée par une nervosité palpable. Le juge lui lance un regard perçant, sa patience visiblement mise à l'épreuve. Agent Collins, dit-elle d'une voix ferme, avez-vous quelque chose à dire en réponse à ces accusations sérieuses? Le regard de Collins s'assombrit alors qu'il tente de se justifier. Je n'ai rien fait de mal. C'était une simple erreur d'appréciation. Sa voix tremble légèrement, trahissant la panique qui s'empare de lui. Le juge ne semble pas convaincu par sa réponse. Il semble que cette enquête ait révélé des éléments non seulement d'erreur, mais potentiellement de malversation. Je vais ordonner une enquête supplémentaire sur le comportement de l'agent Collins lors de cette affaire. Les murmures de la salle deviennent un brouhaha de spéculations et de rumeurs, et le regard d'Elia brille d'espoir. Il sent que la vérité est en train de triompher et que sa dignité commence à être restaurée. Alors que la séance se poursuit, le juge prend un moment pour réfléchir, son regard se perdant dans les documents éparpillés devant elle. L'atmosphère dans la salle est chargée d'anticipation. Les murmures se sont tus, et tous les regards sont rivés sur elle. Finalement, elle lève la tête, une lueur de détermination dans ses yeux. En attendant l'issue de cette enquête supplémentaire, je vais lever les charges contre l'accusé, Elia. Les preuves présentées aujourd'hui, en particulier les témoignages des témoins oculaires et les enregistrements vidéo, mettent en lumière une situation très préoccupante. Un soupir collectif de soulagement s'échappe des lèvres d'Elia et de ses proches. Pour la première fois, il se sent reconnu dans sa quête de justice. Le juge poursuit, sa voix ferme résonnant dans la salle. En revanche, concernant l'agent Collins, je ne peux ignorer les allégations sérieuses qui pèsent sur lui. Sa conduite et l'utilisation abusive de son pouvoir en tant qu'agent de la loi sont inacceptables. Par conséquent, je vais ordonner que l'affaire contre Collins soit transférée à un tribunal spécialisé, où il devra répondre de ses actes. Les murmures reprennent, mêlés de consternation et d'approbation. Elia observe Collins, dont le visage blême trahit une panique grandissante. Le juge poursuit, sans lui accorder de répit. Cette situation ne doit pas être prise à la légère. Les abus de pouvoir et les fausses accusations ne doivent pas rester impunis. Je demande aux autorités compétentes d'examiner de près son comportement et de prendre les mesures nécessaires. Les applaudissements éclatent dans la salle, et certains membres du jury échangent des regards approbateurs. Elia, les yeux embués de larmes de gratitude, se tourne vers son avocat, qui lui sourit avec fierté. Il sait que cette victoire est le résultat d'un combat acharné, non seulement pour lui-même mais pour tous ceux qui ont subi des injustices similaires. La juge, en terminant, conclut, je veux que chacun comprenne l'importance de la vérité et de la justice.
Nous devons nous battre pour un système qui protège tous ses citoyens, quelle que soit leur origine. Alors que la séance se termine, Elia quitte le tribunal avec un sentiment de légèreté. Bien qu'il soit encore marqué par cette expérience, il sait que cette étape est cruciale pour sa réhabilitation et celle de tous ceux qui ont été injustement accusés. En sortant, il est accueilli par des amis et des membres de sa famille qui l'enlacent, et il ressent leur soutien indéfectible. L'avenir reste incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sent prêt à affronter ce qu'il adviendra. Sa dignité restaurée, il se tourne vers un nouveau chapitre de sa vie, avec la conviction que la vérité finira toujours par éclater.